Bonjour à tous, Tennis l'émission, 3e numéro. Nous allons aborder aujourd'hui pendant une demi-heure quelques facettes de la terre battue. C'est un spécial terre battue avec ce thème qui est toujours au cœur de l'actualité, surtout en cette saison. C'est parti tout de suite pour le sommaire. Retour sur le quart de finale Italie-France en Coupe Davis. C'était sur terre battue justement à Gênes et la France s'est brillamment imposée. À la découverte d'un beau talent parmi les jeunes Français, Calvin Emery. On poursuit notre tour d'horizon des nombreux tournois français avec celui, sur terre battue, du Cap d'Aille. Et puis rencontre avec Christophe Michalak, le célèbre pâtissier qui est, il se trouve, fan de tennis. J'accueille maintenant autour de ce plateau d'abord cet alliage de rigueur et de passion qu'est le journaliste Olivier Jacquemin. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Il nous est apparu pertinent de convier un être humain à la fois caustique et délicieux, entraîneur qui a entre autres emmené Amélie Mauresmo tout là-haut. Il est entraîneur maintenant de l'équipe de France de Coupe Davis, responsable de la performance à la FFT, au CNE. Il fut un excellent junior, un pro de qualité, vainqueur de Thomas Schmid à Roland-Garros notamment, et finaliste à Quito, en Équateur, face à Andrés Gomez. Vous l'avez reconnu bien sûr, Loïc Courteau. Bonjour Loïc et bienvenue. Bonjour Frédéric. Comment allons-nous aujourd'hui ? Très très bien. Alors, tout de suite, je vous ai, en préparant cette émission, demandé de convoquer de votre mémoire énorme un souvenir de Roland-Garros, souvenir d'abord de spectateur. Vous étiez encore joueur, mais vous étiez sur le central en ce fameux jour de juin 83, quand Yannick Noah a soulevé la Coupe des Mousquetaires et a battu donc Mats Wilander en finale. Vous étiez tout près aux premières loges. Ah, c'était quelque chose d'incroyable. D'abord parce que Yannick, c'était notre grand frère. On s'entraînait ensemble, on le voyait dans les tournois, c'était notre leader. Et puis tout d'un coup, gagner Roland-Garros, pour nous les jeunes, c'était quelque chose, c'était notre Graal, quoi. Donc notre grand frère pouvait le faire. Donc voilà, on était là, on le voyait soulever la coupe, on voyait le papa qui entrait sur le terrain. C'était une émotion extraordinaire. On se disait, mais quelle chance il a, et peut-être nous un jour, on ne sait jamais. Avec cette mêlée de journalistes, il y a tout le monde, c'est la cohue sur le central. Ça serait absolument injouable aujourd'hui, ça aussi. Hein. Oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de faire comme ça. C'est un petit peu trop stéréotypé, on va dire. On va passer au fameux mois des Frenchies avec les résultats français qu'on a eu depuis le mois dernier. Et en commençant par la Fed Cup, c'est tout frais, avec une défaite, Olivier, relativement logique quand même. Il n'y a pas eu de miracle face aux Américaines, qui étaient plus fortes, une équipe beaucoup plus complète et mieux classée, puisqu'il n'y avait que des top 20. Toutes les meilleures étaient venues, à part les sœurs Williams. À part les sœurs Williams. Elles étaient tenantes du titre, les Américaines. C'est vrai que pour les Françaises, avec Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Amandine Hess, la mission semblait quand même très très compliquée pour aller chercher cette victoire. Elles n'ont pas démérité, les Françaises. Kristina Mladenovic s'est bien battue. Pauline Parmentier a réalisé un week-end exceptionnel. Et puis derrière, il y a eu ce double remporté pour Duber. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est cette cohésion, ce groupe soudé, cet état d'esprit. Loïc, Thierry Champion a évoqué ce mot, a inventé ce mot, noatisé. On est tous noatisés. Ça veut dire quoi ? C'est un véritable gourou, il les a envoûtés ? Oui, il les a envoûtés. C'est vrai que Yannick passe jamais inaperçu. Quand il est là, tout le monde l'écoute. Il a une façon de parler, il a une façon de s'exprimer qui déjà fait que quand on est dans une salle, c'est quelque chose de très particulier. Voilà, Yannick, dans le tennis français aujourd'hui, on a besoin de lui à tout niveau. La preuve, c'est qu'on a fait appel à lui justement pour la Fed Cup et la Coupe Davis il y a 3 ans. C'est une personne incontournable, voilà. Moi, je suis aussi fan de Yannick, de par notre histoire en commun et puis surtout de par tout ce qu'il peut amener dans un groupe. C'est quelqu'un de très important et je pense que les filles vont le regretter à partir de l'année prochaine. Justement, c'était sa DER, à Yannick Noah, à la tête de l'équipe de France de Fed Cup. Plein de tweets après ce week-end de toutes les joueuses de l'encadrement. On a ressorti un tweet de la numéro 1, il fallait bien choisir un tweet de Christina. Yannick, que de souvenirs, d'émotions, de bagarres, de fou rire, de pleurs. Elle a tout résumé finalement. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est ce que Yannick veut faire passer aussi dans les semaines qu'il fait en Coupe Davis et en Fed Cup. C'est d'abord de l'émotion, de la joie, mais beaucoup de travail. Ce qui est très important, c'est qu'on peut aussi très bien travailler sur un terrain dur, mais en même temps, après, à l'extérieur, vraiment avoir un groupe soudé et avec beaucoup de communication et de rire.
Alors maintenant, on va passer à la Coupe Davis. Vous étiez aux premières loges, évidemment, Loïc. Cette victoire de l'équipe de France à Gênes, sur terre battue, ça faisait un petit bout de temps que l'équipe de France n'avait pas gagné un gros match comme ça à l'extérieur, face à une équipe adverse au complet, en plus, ce qui n'était pas vraiment notre cas. Oui, c'est vrai. C'est une très très belle victoire. Surtout contre les Italiens, on a toujours un petit plaisir à battre les Italiens dans n'importe quel sport. Et puis je pense aussi que cette victoire fait du bien au groupe. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup l'année dernière de cette victoire en Coupe Davis, comme quoi la France n'avait pas battu de grandes équipes. Aller battre l'Italie avec Fognini, qui est un très bon joueur là-bas, c'est quand même une bonne performance. Voilà, donc c'est vrai qu'on était tous très contents de les avoir battus. Puis en plus, il me semble que dans l'histoire, la dernière fois que l'équipe de France avait battu l'Italie chez elle, c'était en 1927. C'était en 1927, donc ça fait aussi encore plus plaisir. Il y a 91 ans. 91 ans, il y avait Cochet, Lacoste, Brugnon, Borotra. Exactement. C'était la grande époque des mousquetaires. 1927, c'est d'ailleurs là qu'on a construit le stade Roland-Garros, parce que les Français avaient gagné justement cette Coupe Davis et qu'ils allaient défendre la Coupe Davis en finale l'année suivante au stade Roland-Garros. Et sur terre battue. Et sur terre battue, bien évidemment. On en reparle de cette terre battue. On voudrait quand même savoir, vous qui êtes complètement à l'intérieur de cette équipe, votre rôle d'entraîneur, comment vous l'appréhendez maintenant? Ça fait quand même un petit bout de temps que vous y êtes. Qu'est-ce que vous apportez et comment vous échangez avec les autres membres du staff et les joueurs dans ce type de rendez-vous? On rappelle que ce n'est pas juste 3 jours de rencontre, il y a aussi tout un stage avant, une préparation. Alors Yannick, c'est le grand chef. Yannick, c'est lui qui donne un petit peu tout ce que l'on doit faire un petit peu dans la saison. Lui, il est là pour les rencontres. Et puis le reste du temps, il n'est pas là. Donc en fait, il a nommé Cédric Pioline comme capitaine adjoint, qui doit être un petit peu son porte-parole lors des tournois. Et puis moi qui dois faire le relais un petit peu avec les entraîneurs, les joueurs, et Cédric et Yannick aussi. Donc voilà, mon rôle, c'est d'abord essentiellement du terrain, des entraînements du terrain, ensuite de l'accompagnement lors des tournois, échanger aussi beaucoup avec eux, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, vous faites combien de tournois par an, à peu près, de sorties sur place aux côtés des joueurs? C'est un peu variable. En fait, on essaye d'être là les semaines précédant les Coupes Davis. Oui. Alors la première année, on en faisait un petit peu plus pour connaître le groupe. Puis maintenant qu'on commence à connaître un peu le groupe, on essaie d'être là les rencontres qui précèdent. Et puis, donc ça fait à peu près 4-5 semaines de plus que les semaines de Coupe Davis. Alors il y a une stat qui est intéressante, Olivier, sur justement le fait que la France soit encore, pour la 3e fois de suite, en demi de Coupe Davis. C'est la première fois, effectivement, que la France est 3 fois de suite en Coupe Davis depuis la création du groupe mondial en 1981. Vous avez évoqué aussi le groupe. On a beaucoup parlé des mousquetaires jusqu'à il y a 2-3 ans. Là, c'est désormais un groupe, j'ai envie de dire. On est passé dans une nouvelle ère désormais. Il y a toujours Joe qui est là, Gilles de temps en temps, mais après, vous avez fait rentrer Adrian Manarino, vous êtes allé rechercher Jérémy Chardy, Lucas Pouille qui se présente maintenant comme un leader. On est passé dans une nouvelle ère? Je ne sais pas si on est passé dans une nouvelle ère, mais en fait, c'est surtout les résultats qui font que certains autres joueurs arrivent dans l'équipe. En fait, Yannick sélectionne tout le temps les joueurs les plus en forme pour essayer de ramener les points dans cette Coupe Davis. Il se trouve qu'il y a eu pas mal de blessures sur ce qu'on peut appeler les mousquetaires. Donc voilà, il y a eu d'autres joueurs qui ont pris des places et puis qui les ont très bien pris, comme Manarino, comme Chardy, comme Julien Beneteau. Voilà. Mais je pense que les autres n'ont pas dit leur dernier mot aussi et qu'il va y avoir aussi peut-être encore du changement pour la demi-finale contre l'Espagne. C'est quand même l'énorme avantage du tennis français, c'est qu'il y a un réservoir, qu'on le veuille ou non, qui est absolument presque sans fond, qui est inépuisable. Je parle uniquement, pas forcément du top 100 ou du top 200, mais en tout cas, sur les joueurs sélectionnables actuellement en équipe de France, on est quasiment le seul pays qui peut faire ça avec peut-être les États-Unis. Oui, c'est vrai que c'est une chance d'avoir autant de joueurs à ce niveau-là. Et en plus, avec la nouvelle règle qui est passée cette année, où maintenant, il n'y a plus que 4 joueurs en fait, qui sont sélectionnables, il y a 5 joueurs. Ça nous avantage aussi parce que maintenant, on a le loisir de sélectionner une équipe de double et 3 joueurs de simple éventuellement. Donc c'est très bien pour nous et puis que ça continue. Ouais, sacré luxe et on en profite bien d'ailleurs côté français. Alors justement, on reste toujours sur les équipes de France et sur la Coupe Davis avec maintenant la minute inside, un peu plus d'une minute d'ailleurs. On va partir à la découverte de l'intendant de l'équipe de France. C'était un poste parfois dévolu à un ancien joueur. Il y a eu par exemple Guillaume Raoux. Là, il y a Guillaume Héroux. Voilà, découverte. Les rencontres, on les vit
2000%, puisque j'ai le privilège d'être sur le banc de l'équipe. Mon travail consiste à organiser, prévoir tout ce qui gravite autour de la vie des équipes de France, et plus particulièrement des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. Donc ça va de l'organisation du déplacement en lui-même, trouver l'hôtel où l'équipe va séjourner. Et puis après, voilà, il y a tous les petits agréments qui tournent autour de la vie. Trouver une nounou, par exemple, un coiffeur, des choses comme ça. Voilà. Tout ce qui tourne autour du bien-être de l'équipe. Voilà. Les chaussettes, casquettes là-haut. Ensuite, on va passer à Cédric. Il y a toute la partie textile aussi à organiser. Donc la particularité dans le tennis, c'est que chaque joueur a son équipementier propre. Sur la dernière rencontre, Adrian a été repêché, entre guillemets, le jeudi matin, veille des matchs. Donc il faut anticiper éventuellement ce genre de situation. De vivre avec les joueurs au quotidien et le staff permet de ressentir les émotions, les éventuelles tensions, les coups de moins bien ou des choses comme ça. Et ça permet d'anticiper certaines choses et certaines réactions, tout simplement. Allez les gars, vous êtes des experts, allez montrez-leur. Jouez, putain, allez jouer, les gars. Tous les membres du staff ont leur petite touche à apporter et cette touche-là est essentielle au bon fonctionnement de l'équipe, quoi. Ouais, vous confirmez évidemment, Loïc, cette idée de petites touches à apporter, chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est un staff très élargi, hein, comme toujours, c'est pas une nouveauté, ça n'a pas été créé là, mais c'est hyper important d'avoir ce type de répartition des rôles. Ah, c'est très important, et puis quand on a la chance d'avoir une personne comme Guillaume Héroux, qui est extraordinaire dans un groupe, parce qu'en fait, il s'occupe de tout, il s'occupe non seulement de l'intendance, il s'occupe également des joueurs, des joueuses, des familles. Et c'est un peu notre papa à tous, quoi. Et il est d'une discrétion et d'une efficacité, franchement, on est très content de l'avoir. Alors on passe au circuit maintenant, chers amis, avec notamment Richard Gasquet, parce qu'on ne peut pas dire que le mois des Frenchies a été totalement fabuleux, hein, mais Richard Gasquet a tenu son rang, et largement, puisqu'il a atteint ce fameux cap des 500 victoires sur le circuit. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ils sont très peu à l'avoir fait. Côté français, c'est même la première fois. Ouais. Et Richard, tel qu'en lui-même, on ne peut pas dire qu'il ait claironné son enthousiasme ou qu'il ait fait preuve de vanité. Non, et on l'avait quitté, on s'en souvient, à Miami avec une défaite sèche au premier tour. Il avait expliqué qu'il lui manquait du jeu, il ne sentait pas la balle, il n'avait pas de force dans les bras. Il est reparti à l'entraînement, il fait demi-finale à Marrakech, où au passage, il se qualifie pour la 100e fois de sa carrière aussi pour les quarts de finale. Et puis donc cette 500e victoire à Monaco sur le Rocher, là où il avait signé la première victoire de sa carrière il y a 16 ans, on s'en souvient. Et il y a cette petite phrase qui est peut-être passée inaperçue de Richard Gasquet, je vous propose de la lire. Ça va hyper vite pour tomber bas, mais pour monter, ça prend énormément de temps. C'est vrai que c'est compliqué, Loïc, hein, de revenir au plus haut niveau. Oui, c'est difficile, ça demande énormément de travail. Et c'est vrai que la pire chose qui puisse arriver à un sportif, c'est la blessure. Et à chaque fois qu'on se blesse, d'abord on doit forcément se soigner, récupérer, et puis après reprendre en douceur, et puis remonter. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps. Et puis plus on avance en âge, et malheureusement plus ça devient compliqué. Donc c'est vrai que pour Richard, c'est super par rapport à toutes les blessures qu'il a eues, d'avoir pu faire le tournoi de Monaco qu'il a fait, de revenir au haut niveau. J'espère que cet été, il va faire, jusqu'à la Coupe Davis, j'espère qu'il ne se blessera pas de nouveau, parce que c'est un joueur qui est très important aussi pour le groupe. Alors un autre qui est tombé très bas aussi, comme le dit Richard, c'est Grégoire Barrère. Grégoire Barrère qui était vraiment descendu beaucoup et qui est en phase de remontée énorme, hein, puisqu'il est dans le top 300 à nouveau. Il a bien joué récemment, très récemment. Exactement, et il est en pleine remontada, comme il le dit lui-même, Grégoire Barrère. Il était descendu à la 698e place l'année dernière, après une saison 2017 bien compliquée, où il avait perdu des matchs accrochés, une grosse perte d'envie, tombé au fond du trou. Et puis il a changé de structure. Il travaille désormais chez Thierry Assion, à la All-In Academy, avec notamment Marc Giquel. Et le travail commence à payer. Il a gagné 2 futurs en début de saison. Et surtout, il est allé chercher le premier titre de sa carrière, d'où ce chiffre 1. Premier titre de sa carrière en Challenger, il y a de cela quelques semaines, sur le premier tournoi Challenger de Lille. Il est de retour, on lui souhaite au plus haut niveau. Donc Grégoire
Barrère. Et puis un coup de cœur aussi, Voilà. un coup de cœur avec la jeune Chloé Paquet. Vous vous souvenez de Chloé Paquet, Frédéric et Loïc? L'année dernière à L'année Roland. dernière, elle Oui. avait signé la première victoire de sa carrière en Grand Chelem. C'était à Roland-Garros. Et puis il y a cette petite anecdote aussi, elle s'était blessée juste avant Roland-Garros et elle s'était demandé si elle n'allait pas rendre sa wildcard pour faire profiter de cette invitation à d'autres joueuses. Donc c'était c'était le petit coup de cœur et dire qu'on pense à Chloé, même si c'est pas tous les jours facile. Et elle reste sur une finale sur un ITF il y a de ça quelques jours. Excellent. Coup de projecteur maintenant sur un joueur de la nouvelle génération, de nouvelle vague du tennis français. C'est Kelvin Emery, le jeune Guadeloupéen de 23 ans que Olivier a rencontré chez lui en Guadeloupe au Challenger du Gosier. Il joue très bien depuis un bout de temps. Finale notamment au Challenger en Chine, qualifié à Miami, à Marrakech également. Rencontre avec Kelvin Emery en Guadeloupe. Je suis actuellement 150e joueur à l'ATP ou 147, quelque chose comme ça. Et j'espère bientôt atteindre le top 100. C'est un objectif. Après, il n'y a que l'avenir qui nous le dira, mais c'est sûr que ça serait un beau premier pas dans ma jeune carrière. J'ai fait un choix de revenir chez ma mère, ici au pays, pour retrouver un petit peu la joie de vivre que j'ai peut-être un petit peu perdue. Souvent, quand on revient aux sources, on retrouve l'énergie nécessaire pour rebondir parce que j'étais passé 200 à l'ATP il y a déjà 2 ans et demi et j'étais recoulé 300 et j'étais un peu au fond du trou et en revenant ici, ça m'a redonné envie de repartir. Le circuit, des fois, accumuler les défaites et puis c'est dur, c'est très nerveusement, c'est pas facile à gérer, voyager partout. Donc j'avais besoin d'une stabilité, un endroit où me sentir chez moi et rien de mieux que la base, quoi. Je cherche mon accomplissement personnel, je cherche à me sentir utile et pas juste vivre et mourir, quoi. Alors merci beaucoup Olivier Jacquemin qui nous a quittés pour être scandaleusement remplacé par Émilie Loy. Émilie, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour. De même, je suis ravie, messieurs. Excellent. Loy, la voix de la Fédé, évidemment. Vous allez nous parler de l'actu fédérale dans quelques instants. Pour revenir quand même, Loïc, j'aimerais bien avoir votre avis sur Kelvin Emery. Comme dirait quelqu'un que je connais, il peut très bien jouer, Kelvin. Oui, c'est vrai, il a beaucoup de potentiel. Il me fait penser un petit peu, moi, à Gaël, mon fils. Oui. Il a un petit peu de son côté fantasque. Même technique, quand on le voit jouer, là, je regardais les images, là, dans son coup droit, il me rappelle beaucoup Gaël. Voilà, c'est vrai qu'il est jeune, il est en train de monter, il fait des bons résultats. Il est entraîné à la fédération par Jérôme Potier aujourd'hui, qui est un excellent entraîneur. Et voilà, je lui souhaite de continuer sa progression et de rentrer le plus rapidement possible dans les 100 premiers. On lui souhaite. On continue de vous présenter maintenant les tournois organisés en France. Il y a un remarquable maillage de tournois organisés en France dans toutes les catégories. Là, on va s'intéresser à un tournoi junior sur terre battue, le Cap d'Aille. C'est dans les Alpes-Maritimes, tout près de Monaco. Vous y étiez, Émilie, avec Alexandre Juillard. Vous avez suivi Harold Maillot, qui a 16 ans, qui est récent vainqueur de la Winter Cup. Et avec la France, bien sûr. Coup d'œil donc sur ce tournoi junior sur terre battue du Cap d'Aille. Vous êtes dans un club avec des 5 cours pieds dans l'eau aux portes de Monaco. Et donc en 1998, on a organisé la première édition du tournoi international junior de Cap d'Aille. Ça regroupe 2 tableaux, garçons et filles. Il y a peu de tournois sur le circuit qui regroupent les 2 tableaux. C'est un grade 2, ça rapporte beaucoup de points ITF, mais on est très intéressé particulièrement sur nos joueurs de 16 et 17 ans. C'est plus des tournois qui sont adaptés pour eux. Nos meilleurs 16 ans ont les possibilités de les gagner. C'est en catégorie 2, donc il y a beaucoup de points à prendre pour s'installer dans le top 30 junior. Parce qu'aujourd'hui je suis 40 et j'aimerais m'installer dans le top 30 pour avoir mes places sûres pour les grands chelems, donc c'est un tournoi important. Allez, viens Mick, vas-y. Là, sur le tournoi de Cap d'Aille, Harold est tête de série numéro 1. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'aller au bout de ce tournoi. Il a envie de ça.
Donc c'est plus de la motivation que de l'après. On va voir, j'espère que ça ne va pas se transformer en pression, parce que ça je ne peux pas le dire pour le moment, mais en tout cas c'est une motivation, ça c'est sûr. On voit que les tableaux sont assez homogènes, sont assez forts, donc ouais, ça permet de lancer la saison sur terre. C'est un bon rendez-vous pour attaquer la terre battue en Europe, parce que c'est une date qui correspond parfaitement, qu'il y a énormément de joueurs français, italiens, espagnols qui viennent, et qu'il y a Roland Garros dans un mois et demi. Si le match est tôt, on essaye de se lever tôt, voilà, faire une bonne préparation physique, on essaye de s'échauffer avant le match. 3. Là, quand le match est plus tard, par exemple comme aujourd'hui où je vais jouer en 4e rotation, on essaye de s'échauffer le matin, Excellent. de faire un bon échauffement physique et tennis. Voilà, après de se reposer un peu. Et par contre, à une demi-heure ou à 1 heure du match, on se remet dedans, on refait un gros échauffement physique et après le match est lancé. Les matchs sont interrompus par la pluie. On attend la décision du juge arbitre pour savoir s'il interrompt la journée ou si les matchs reprennent. Ah, journée suspendue, c'est terrible ça, vous connaissez tous les deux ces fameuses journées suspendues, pas seulement Wimbledon, c'est les fameux impondérables. Comment on appréhende ça? On aime bien en parler parce que c'est quand même quelque chose toujours qui vous tombe dessus. Les impondérables, surtout météo. Bah, c'est difficile à appréhender, voilà, en fonction de à quelle heure on joue, on est obligé d'attendre. Donc se préparer en fonction. Alors, si on joue premier match, ça va, c'est pas trop compliqué, mais quand on joue 4e match, et qu'on sait qu'il va pleuvoir toute la journée, alors à quelle heure il faut manger, est-ce qu'on va au club, est-ce qu'on reste à l'hôtel, dès qu'il y a une éclaircie, on y va, etc. Donc c'est de la patience, mais bon, voilà, il faut s'adapter. Je pense que le tennis, de toute façon, c'est un sport d'adaptation, et que ça soit en match où ça change tout le temps, que ça soit dans les tournois, en fonction des surfaces, des balles, de la météo, on joue en indoor, on joue outdoor, etc. Donc il faut s'adapter tout le temps. Voilà, je pense que c'est pour les jeunes, ils apprennent leur métier. Alors, Émilie, maintenant, je me tourne vers vous pour vous demander cette fameuse actualité fédérale. Il y a 3 thèmes que vous voulez aborder avec 3 opérations bien différentes. Oui, 3 opérations bien différentes. La première, ça va être la fête du tennis qui va se dérouler le 9 et 10 juin prochain pendant les finales à Roland-Garros. Et cette année, c'est un véritable succès puisqu'il y a 1500 clubs qui se sont inscrits justement pour cette animation. Vous aurez la possibilité justement d'aller dans le club le plus proche de chez vous, soit dans votre club donc où vous êtes licencié. Et si vous êtes non licencié, vous aurez la possibilité justement d'aller jouer au tennis. Et la petite nouveauté cette année, c'est que le Centre national d'entraînement a ouvert ses portes au public. Vous pourrez aller taper au CNE Porte d'Auteuil de 14h à 17h. Très bien, il y a l'opération Balle jaune aussi, avec des parrains et marraines qui ont pour nom Stéphane Houdet et Nathalie Dechy. Oui, exact, c'est la 10e édition cette année. Jusqu'à présent, c'est plus de 10 millions de balles qui sont collectées. Alors 10 millions, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, avec 1,5 million de balles, c'est 3000 m² de terrain qui sont fabriqués. Donc ça permet aux jeunes justement d'aller jouer sur des terrains multisports, et ça c'est vraiment quelque chose de très bien. Et puis la dernière actualité, c'est la 500e de Tennis Info. Ouais, voilà, publication qu'on aime beaucoup, 500e pour Tennis Info. Oui, tout à fait. Ça a été créé en 1978, à l'époque par le président Philippe Chatrier et son adjoint Jacques Chargueleg. Voilà, l'objectif à l'époque, c'était d'établir le lien entre la Fédération française de tennis et les clubs affiliés. Et on peut dire que c'est un magazine qui perdure dans le temps et qui se porte très très bien. Alors on va passer à toute autre chose maintenant. Dans la série Les gens connus qui, on s'en doutait pas, ont une passion pour le tennis, eh bien aujourd'hui il y a Christophe Michalak. Il a eu son CAP de pâtissier du côté de la Chambre des métiers d'Angers il y a quelques années. Ensuite il est devenu un fameux pâtissier vu à la télé. Et maintenant il est fan de tennis depuis d'ailleurs assez longtemps. Eh bien Alexandre Juillard l'a rencontré. J'ai fait du tennis entre 10 et 12 ans. Je me rappelle, je prenais mon vélo, j'avais 20 km à faire. J'avais une pente comme ça quand je partais de chez moi, j'étais en Vendée à l'époque. Et puis après, beaucoup plus tard, vers 20-22 ans, j'adorais avec des copains, on allait jouer au tennis, mais voilà, on savait à peine jouer, quoi.
Donc on tapotait la balle, voilà, c'était gentillet. Et moi dans ma tête, voilà, je me prenais toujours pour le même, quoi, pour Agassi. Et puis il a fallu attendre beaucoup plus tard. À l'âge de mes 40 ans, en fait, je venais d'être papa, j'adorais le tennis et mon épouse m'a dit mais écoute, t'es tellement accro au tennis, pourquoi tu pousses pas la machine et pourquoi, au lieu de faire le Mont Blanc, au lieu de te casser les jambes à courir le marathon, pourquoi tu t'inscris pas et tu te lances vraiment dans le tennis? Et là, depuis, écoute, j'ai 44 ans, depuis 4 ans, vraiment, je tape la balle assez intensément. Mon plus grand souvenir et mon premier souvenir de tennis a été la victoire de Yannick Noah en 1983. J'avais 10 ans. J'étais en Picardie chez un de mes oncles avec ma grand-mère, tout ça. Et à l'époque, on avait un petit jardin, tu sais, à base d'herbe. On mettait une échelle pour faire le filet. Et j'ai un de mes oncles qui jouait au tennis avec moi. Donc j'étais complètement accro. Par la suite, après, celui qui se détachait pour moi et qui était vraiment mon idole de toujours, ça a été André Agassi, qui était capable de tout faire. Et puis je me rappelle, son premier Roland-Garros, il avait 16 ans. J'ai toujours aimé ce gamin, j'ai toujours aimé ce garçon. Il va toujours jusqu'au bout des choses. Et c'était sa 3e finale, hein. Il avait perdu les 2 premières. Il perd quand même ses 2 premiers sets contre Medvedev. Et là, tu regardes péniblement, puis d'un seul coup, il se réveille. Et moi, je trouve que c'est génial, quoi. C'est ce genre de titans qui perdent de 2-7 à 0 au 3e set. Ils sont menés 5-2. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils remontent. Voilà, c'est pire que des gladiateurs, quoi. C'est une technicité, d'une force mentale incroyable. Roland, toujours Roland, hein. On y revient sans arrêt, ce mot fabuleux, lancinant aussi, qui résonne dans nos caboches. Et Roland, c'est dans un mois, un peu plus, hein, le 27 mai prochain, dimanche. Ça va être le début de Roland 2018. Et bien, justement, on va se replonger dans cette ambiance unique, tout de suite, avec le regard de Drew Carlyle sur la préparation des cours. Regardez ça. Alors on les adore ces images, hein, et on aime beaucoup ces images de préparation de la terre, cette terre battue. Vous me disiez, hein, vous aimeriez, quand vous étiez jouer 12 mois sur 12 sur terre, c'était pas un problème du tout, bien au contraire. Pour moi, c'est la surface. Je sais pas, en plus, c'est tellement agréable. Le visuel, même à la télé, voilà, c'est vraiment ma surface coup de cœur. Ça l'a toujours été. C'est pas parce que Roland-Garros est sur terre battue, mais vraiment, je sais pas, il y a une espèce de lien qui s'est fait avec cette surface. Et l'art de la glisse, de la glissade, de l'ajustement, du déplacement sur terre battue qui est tellement difficile, vous comprenez que certains joueurs ou certaines joueuses n'y soient vraiment jamais arrivés? Mais en fait, j'ai du mal à l'imaginer parce que pour moi, ça doit faire partie de l'apprentissage dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on doit apprendre la technique de la glisse. Parce que franchement, défendre sur terre battue sans savoir glisser, ça me paraît extrêmement compliqué. Alors, vous allez me dire, il y a aussi des
des contre-exemples, notamment si on prend une Maria Sharapova qui glisse très très peu, ça ne l'a pas empêché de gagner Roland-Garros. Voilà, elle a d'autres aussi atouts qui lui ont permis de compenser justement cette non-glissade. Mais pour moi, pour être un très bon joueur de terre battue, notamment une très bonne joueuse de terre battue, parce que tous les hommes glissent, plus ou moins bien, mais glissent. Et chez les femmes, pour moi, ça me paraît être un élément indispensable pour pouvoir briller sur cette surface. Et vous, Loïc, vous vous souvenez par exemple de Pete Sampras, qui n'a jamais su glisser non plus sur terre battue, qui a été en demi à Roland-Garros, qui a gagné des tournois, genre Rome, je crois. Mais bon, voilà, il y a aussi des blocages chez les garçons, parfois. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, comme dit Émilie, pour nous, Français, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a été élevés sur la terre battue, donc pour nous, c'est naturel de glisser. Maintenant, pour gagner Roland-Garros, bon, à part chez les filles où c'est un petit peu différent, mais quand même chez les hommes, ce sont quand même les terriens qui se sont imposés le plus souvent possible. Les Espagnols, les Argentins, c'est eux qui gagnent pratiquement tout le temps sur la terre battue de Roland-Garros. Et c'est vrai que ça demande une culture un petit peu différente. Malheureusement, maintenant, on joue de moins en moins sur terre battue. La saison, elle commence en ce moment. Le premier tournoi, c'est Monte-Carlo, et puis ça finit à Roland-Garros. C'est très très court, donc en fait, dans les autres pays, en fait, ils s'entraînent de moins en moins sur terre battue. Ils jouent de plus en plus sur surface dure. Donc c'est vrai, pour arriver à automatiser ces glissades, cet entraînement, ça devient un petit peu difficile. Mais c'est un petit peu particulier, ouais. On termine cette émission. Merci infiniment, Loïc, de votre passage. Avec plaisir. Et de votre regard toujours éclairé et intéressant sur les choses du tennis. Merci beaucoup aussi à vous, Émilie. Et puis merci à nos équipes techniques, emmenées par Fred Accorsi, encore aujourd'hui. Émission que vous pouvez retrouver donc sur fft.fr, sur Facebook, sur YouTube, également sur Twitter. La prochaine, ce sera le mercredi 23 mai à partir de 19h. Nous serons à 4 jours de Roland-Garros et donc ce sera logiquement un 100% Roland. Ce sera depuis Roland-Garros d'ailleurs, avec à nos côtés en personne le directeur du tournoi, son Altesse Guy Forget. C'est vous dire si ça va voler très haut là encore. Portez-vous bien d'ici là. Merci encore à vous deux. Et puis à très bientôt. Soyez sages. Au revoir.